Et bonjour à tous, l'on part aujourd'hui sur un conseil JDR qui a été proposé par un abonné sur le Discord. Tout d'abord, grand merci à lui et si jamais l'envie vous vient de faire la même chose, n'hésitez pas à rejoindre le serveur dédié à la chaîne où l'on discute et on partage autour de notre loisir favori, le lien est bien évidemment dans la description. Maintenant que cela est dit, passons donc au sujet du jour. L'une des variables non négligeables à prendre en compte dans vos jeux de rôle, c'est le facteur temps. En effet, une partie de jeu de rôle dure rarement quelques minutes et demande à toute une tablée de joueurs d'être présents et un minimum concentrés pour que tout le monde s'amuse et que l'histoire avance. Plusieurs personnes et concentration. Voilà deux idées qui ont fait s'arracher les cheveux à pas mal de professeurs au cours des âges dans pas mal d'écoles. Alors certes, vous n'êtes pas en train de donner un cours comme à l'école et le jeu de rôle est un loisir un peu plus interactif que cela. Mais il faut savoir que l'attention de vos joueurs ne peut pas être au beau fixe de manière permanente. Et ce à cause d'une foule de paramètres venant influencer leur concentration de manière ponctuelle. La fatigue, des distractions diverses, des pensées qui les taraudent, etc., etc. Comment faire donc pour essayer au mieux de maximiser leur attention? Vous allez voir, tout est une histoire de rythme, comme en musique. Mais avant de s'attaquer à quelques astuces pour moduler le rythme de vos parties, l'on va d'abord s'attaquer à un concept qui a le don de faire filer le temps plus vite, le fun. Alors on commence d'entrée de jeu avec une théorie que j'ai un peu tirée de mes différentes expériences en tant que maître du jeu et que je nomme Flappy Fun, en référence au fameux jeu addictif sur mobile qui est Flappy Bird. Oui, je sais que vous êtes en train de vous dire que j'ai complètement craqué, mais attendez de voir mon explication. Pour résumer la dite inspiration, dans Flappy Bird, on doit piloter un oiseau et lui faire éviter des obstacles verticaux. Le jeu se veut simple, si on appuie sur l'écran, il bat des ailes et fait une impulsion vers le haut. Si on ne fait rien, il chute naturellement. Eh bien, je veux que vous gardiez cette notion pour la théorie qui va suivre et qui se présente sous la forme d'un graphique avec en abscisse la progression de l'histoire et en ordonnée le taux de réussite du groupe. Comme dans toute histoire et toute aventure qui se respecte, le déroulé de la progression narrative passe par une succession de réussites et d'échecs qui vont forger l'histoire même des protagonistes et la rendre palpitante. Qu'ils soient petits, moyens ou grands, l'on aura donc des échecs et des réussites sur notre graphique. Les réussites faisant gravir la courbe, le coup d'aile de l'oiseau, alors que les échecs la faisant descendre. A noter aussi que si l'on ne fait rien, eh bien la courbe descend d'elle-même progressivement. En d'autres termes, il faut que les événements se succèdent pour éviter ces moments de creux. Et c'est là que ça devient intéressant, avec l'apparition de 3 zones distinctes au sein de ce graphique. La zone de l'ennui, la zone hockey et la zone de fun, les noms parlant d'eux-mêmes. Comme je vous l'ai dit, c'est bien la somme des échecs et des réussites qui amène le côté palpitant à une histoire. Tout le cœur du problème cependant demeure dans la gestion de cette dite somme. En effet, si vous faites que le groupe engrange des réussites à la suite au sein de votre histoire, l'attention normalement inhérente aux événements et aux obstacles risque fort de retomber étant donné que tout va leur sembler trop facile, et donc, à terme, les ennuyer. Il en va de même pour un groupe qui va collectionner les échecs. À un moment donné, ils risquent de vous dire Eh, je suis pas venu ici pour souffrir, ok? et ils auront raison. Rappelez-vous qu'ils sont là pour s'amuser après tout. Alors comment fait-on pour rester dans la zone de fun? Eh bien pour commencer, il faut savoir que cette dernière est variable en fonction des groupes de joueurs. Inutile de dire donc que bien connaître ces derniers vous aidera sans nul doute à avoir une meilleure appréhension de l'ensemble. Cependant, de par mon humble expérience de maître du jeu, je suis en mesure de vous donner quelques conseils sur ce sujet précis. Premièrement, j'ai souvent remarqué qu'une réussite valait environ 2 échecs, qu'ils soient tous deux grands, petits, moyens, notez bien. Toutefois, n'allez cependant pas partir bille en tête d'alterner religieusement ces derniers d'après ce que je viens de vous dire. Voyez ça comme un ordre d'idées. Quoi qu'il en soit, il est toujours de bon ton d'un peu passer la pommade entre guillemets à vos joueurs après un échec cuisant, histoire qu'ils ne restent pas sur une frustration. Deuxièmement, il y a des indicateurs qui ne trompent pas lorsque vos joueurs commencent à frôler la zone de l'ennui. Si ces derniers paraissent distraits, regardent leur portable, font autre chose avec leurs mains, etc., etc., tout plein d'indices qui peuvent vous amener à penser que l'attention du groupe commence à partir en vadrouille et qu'il va falloir redynamiser un peu le tout. Et on en vient justement à la seconde partie de la vidéo. Alors comme je l'ai dit, si vous sentez que l'attention, que le rythme commence à être en berne, rien ne sert de s'entêter, c'est qu'il est temps de changer de stratégie. Pour ce faire, voici quelques astuces toutes simples. Alors il existe pléthore d'études scientifiques se penchant sur la fluctuation de l'attention lors du suivi d'un cours ou d'une activité requérant d'être concentré à l'écoute de quelqu'un.
Les résultats diffèrent, mais une tendance se dégage pour des cours magistraux aux alentours des 45 minutes environ. Après cette durée, l'attention et la concentration commencent significativement à décroître. Alors évidemment, certes, une partie de JDR n'est pas un cours comme à l'école, car vous n'êtes pas le seul à parler, et cela se veut interactif. Mais ça permet un peu d'appuyer l'idée de faire des pauses, qu'elles soient en roleplay ou même hors roleplay. Voyez un peu ça comme de la plongée en apnée. Si vous enchaînez les scénarios à la suite sans même prendre le temps de souffler un peu, vos joueurs risquent de très vite manquer d'air et de sortir du jeu ne serait-ce que mentalement. Car oui, des fois la meilleure chose à faire, c'est tout simplement de prendre une bonne pause. Levez-vous de vos sièges, discutez un peu, faites un brin de cuisine ou de ménage sur la table de jeu, allez faire un tour à l'air libre, etc. etc. Bref, donnez l'opportunité à tout le monde de s'aérer l'esprit, vous y compris en tant que MJ. Juste l'espace d'une quinzaine de minutes environ. Vous verrez que vos joueurs seront plus à même de repartir du bon pied et peut-être même aurez-vous l'occasion de leur poser des questions juste dans l'idée de faire un checkpoint et de savoir comme ça si tout leur plaît. A contrario, si vous ne souhaitez pas forcément briser l'immersion de vos joueurs, vous pouvez opter pour une pause en roleplay. Après tout, leurs personnages dorment, font des haltes, se posent 5 minutes, respirent un grand coup. En clair, ils vivent une vie sociale, un temps soit peu normal en dehors de l'action. De ce fait, n'hésitez donc pas à jouer ces petits instants de vie, comme je les appelle. Vous verrez que l'intérêt sera double, puisque, en plus de faire redescendre doucement la pression, cela ouvrira la porte à des interactions entre les personnages qui pourront impacter plus ou moins la suite de l'aventure, en plus de créer de la cohésion au sein du groupe, tant au niveau des joueurs que des personnages. Vous savez quel est le point commun entre le porte-monstre trésor et un petit verre d'un excellent whisky? Eh ben ça ne fait pas de mal, mais ça doit rester occasionnel. Alors ne vous en faites pas, nous traiterons de comment écrire des scénarios dans une prochaine vidéo, mais comprenez toutefois qu'il faut varier les styles d'un scénario à l'autre si vous ne voulez pas tomber dans une répétitivité délétère pour l'attention de vos joueurs. Et cela est tout autant valable dans le style que dans l'ambiance. Par exemple, si vous êtes dans un jeu de rôle à l'ambiance très pesante, sombre, horrible, sordide, essayez de proposer un petit scénario plus tranquille, qui sort de l'ordinaire, histoire de servir de sas de décompression et laisser respirer vos joueurs si l'atmosphère du jeu se veut volontairement étouffante. En plus d'introduire un brin inattendu et de la variété dans votre histoire globale. Afin d'éviter de tomber dans la répétition, demandez-vous à chaque fois si votre scénario ne fait pas un peu redite avec l'un des précédents déjà joués. A noter qu'il n'y a pas de mal à ce qu'il y ait des concepts communs, juste éviter que le but et la finalité du scénario ne se ressemblent trop. Comme je l'avais dit dans ma vidéo sur les types de joueurs, il y en a qui sont plus discrets, plus effacés par rapport au reste de la tablée. Peut-être est-ce parce qu'ils sont plus timides ou bien se sentent un peu largués dans l'action en cours de par le fait que leur personnage se révèle peu utile dans la résolution de cette dernière. La pire erreur que vous puissiez faire en qualité de MJ serait de les laisser patauger dans leur mutisme en vous disant « Ah, s'ils ont envie de participer, ils n'ont qu'à se bouger ». Et bien justement, pareille phrase serait valable dans la réalité, là où le hasard donne des situations où l'utilité de chacun ne peut pas forcément être toujours mise à profit. Cependant, je vous rappelle que nous sommes en JDR, et que donc le hasard, c'est vous le MJ qui avez le dernier mot dessus. De ce fait, n'hésitez pas lorsque vous voyez un joueur un peu à l'écart du groupe en termes de participation, à essayer de raccrocher les wagons avec lui en le sollicitant vous-même. Que cela soit directement en lui demandant « Et toi, que fait ton personnage ?» ou bien indirectement en lui glissant un indice que seul son personnage aura pu déceler, alors que le reste du groupe sera en train de s'activer et donc moins attentif. Ainsi, il aura entre ses mains un élément pouvant relancer l'intrigue et il sera plus à même d'être un petit peu plus moteur et un peu moins spectateur. Alors évidemment, préserver un rythme agréable pour tous autour d'une table de JDR n'est pas un concept généralisable et applicable comme ça à l'aveugle pour tous les groupes de joueurs. Mais vous devez garder à l'esprit que le JDR reste un loisir avant tout, ce qui veut dire que vous n'avez pas à vous mettre la pression sur tel ou tel sujet, et que vous pouvez, et même vous devez, rester à l'écoute des uns et des autres afin que tout se passe pour le mieux pour tout le monde. N'ayez pas honte de demander quand quelque chose n'a pas l'air d'aller, et ne prenez pas la mouche si jamais une critique constructive vient effleurer le scénario que vous avez tout prévu à l'avance. Comme je le dis si souvent, le jeu de rôle est une histoire qui s'écrit à plusieurs. Il suffit juste de s'assurer que tous, autour de la table, soient à la même page.